Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Bon, alors, je vais répondre en essayant de garder mon calme, de bien formuler ma pensée clairement, à un commentaire qui m'a été laissé, plusieurs commentaires qui m'ont été laissés, à propos de la bataille d'Aïcha ou la bataille du chameau. Alors, bon, c'est un commentaire qui est pas bête du tout, hein, mais justement parce qu'il est pas bête et que en même temps ça m'énerve, bon, il faut que je garde mon calme, quoi. Voici le commentaire. Je pense vraiment que tu te trompes et que tu es victime d'un prisme. Non, le rôle de Aïcha ne dérange pas dans le sens qu'elle était une femme, mais plutôt dans le sens où elle s'est laissée convaincre par Talha et Zubair d'aller affronter Ali, à l'occasion de ce qui fut le premier bain de sang entre musulmans de référence, voire du très lourd. Pour moi, c'est une fausse route, il faudrait des arguments en béton pour me faire croire le contraire. D'un point de vue sunnite, le rôle qu'a joué Aïcha est plus honteux qu'autre chose. S'ils avaient voulu la descendre sur la faiblesse des femmes, c'était l'occasion rêvée. Mais il y avait plus lourd sur la balance. Aïcha est une star dans le sunnisme, donc le but n'était justement pas de la descendre. Primo. Donc il faut voir tout le contexte, c'est pas juste une affaire de misogynie bête et simple. Donc, dans le contexte, on a affaire à une personnalité phare pour les sunnites. Aïcha polarise la différence entre les sunnites et les chiites, tout comme Omar. On peut dire que c'est Aïcha, Omar et Abou Bakr qui sont les trois figures qui polarisent le plus. C'est-à-dire que les sunnites ne vont pas dire du mal, par exemple, de Ali. Bon, ils s'en foutent un petit peu, mais ils ne vont pas dire du mal de Ali. Ni de Fatima, même si là aussi ils s'en fichent. Par contre, ils vont dire beaucoup de bien d'Abou Bakr, Omar et Aïcha, alors que les chiites vont en dire beaucoup de mal. Donc sur ces trois figures, c'est là finalement que se concentrent les tensions et les divergences entre sunnites et chiites. Pour les sunnites, Aïcha, c'est la mère des croyants, et donc elle est une espèce de sainte, et effectivement, la bataille du chameau les gêne. Enfin, la bataille du chameau. Le fait que Aïcha se soit impliquée dans l'histoire les gêne. Donc, on pourrait dire, oui, ils ont baptisé la bataille du chameau pour minimiser le rôle de Aïcha et pour que, finalement, d'une certaine façon, ça l'innocente un petit peu. Donc, c'est peut-être, en un sens, oui, je suis d'accord, c'est peut-être une façon de minimiser son rôle pour la dédouaner, la déculpabiliser. Mais ça, c'est ce qu'on voit si on regarde juste à l'échelle du sunnisme. Ok. On regarde juste, on fait un zoom sur le sunnisme. Et ça explique assez bien, effectivement. Mais il y a aussi un point de vue plus large où on constate que les femmes sont régulièrement effacées. Donc, c'est pas forcément qu'elles sont diabolisées. Il y a effectivement un courant de misogynie évident, de mépris des femmes, mais ça, c'est pas quelque chose qui est super courant, ou en tout cas qui s'exprime de façon très directe, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus, finalement, répandu que la misogynie bête et brutale, c'est-à-dire la haine des femmes, c'est l'occultation des femmes, la dissimulation des femmes et de leur rôle, de ce qu'elles font. Et ça, c'est pas... c'est un schéma tellement récurrent, c'est quelque chose de tellement omniprésent, que ni les hommes, ni même les femmes, d'ailleurs, souvent ne s'en rendent compte, parce que justement, c'est bien fait. C'est-à-dire, comme elles sont cachées, elles sont bien cachées, donc on les voit pas. Et donc, quand on dit, non mais là, il y a quelque chose qui est caché, la réaction c'est, ah non, mais c'est toi qui te fais des idées, gna 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 gna. Moi, j'ai étudié le féminisme, j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet. J'ai vu les dérives du féminisme, c'est-à-dire que dans le féminisme, il y a plusieurs courants. Mais à l'époque où donc j'étudiais le féminisme et j'étais féministe, enfin, c'est pas que j'étudiais le féminisme dans mes études, même si effectivement j'avais quand même eu un cours qui avait trait à ça, qui m'avait beaucoup sensibilisé à la question. C'était sur la figure de la femme fatale à la fin du 19e siècle. C'est vrai que là, j'ai été confrontée à des textes tellement haineux vis-à-vis des femmes que ça m'a quand même fait un choc et ça m'a amené à me poser des questions. Mais
Donc oui, alors je fais pas trop de parenthèses. Donc l'occultation du féminin, alors je dis le féminin, mais c'est aussi les femmes, et c'est aussi ce que font les femmes, au niveau le plus concret. C'est quelque chose qui se retrouve partout. Donc là, on pourrait dire, non, mais ça suffit pour expliquer le fait qu'on dise de bataille du chameau et pas bataille de Aïcha, le côté on va excuser plus ou moins Aïcha pour les sunnites. Oui, si on regarde juste ça, ça paraît une explication suffisante. Mais en fait, quand on met dans le contexte le plus large, on s'aperçoit que c'est tellement récurrent que les explications ponctuelles et chaque fois différentes ne peuvent pas être les bonnes parce que c'est toujours trop la même chose. C'est-à-dire c'est toujours trop la même chose dans tous les domaines pour que chaque fois ce soit une coïncidence qui fasse qu'on retombe toujours sur le même effet. Alors je vais m'expliquer plus clairement. Si vraiment on avait chaque fois des causes différentes, il n'y aurait pas toujours la même conséquence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on a 36 causes différentes et que chaque fois ça donne le même résultat, il y a des chances qu'on se trompe quand on croit que les causes sont différentes. Parce que ça donne toujours le même résultat. Donc certainement, si on a toujours le même résultat, c'est que derrière, au final, on a toujours la même cause. Donc là, si on parle de la bataille du chameau plutôt que de la bataille d'Aïcha, si on prend un zoom et on regarde ça de très près, on se dit non, mais la cause, c'est simplement qu'ils veulent innocenter Aïcha parce que c'est des sunnites. Et qu'en tant que sunnites, ils veulent protéger la réputation de la mère des croyants. Ok. Le problème, enfin en tout cas, ce qui nous amène à forcément avoir un autre point de vue, c'est quand on s'aperçoit que dans tous les domaines, que ce soit la sociologie, la littérature, l'histoire, la philosophie, vraiment dans tous les domaines, on constate que pour des raisons X ou Y qui sont apparemment toujours différentes, on a toujours la même conséquence, le même résultat, c'est que les femmes passent à la trappe, leur rôle est caché. Et parfois ça joue en leur faveur, et parfois pas du tout. Mais toujours ce rôle, il est minimisé, effacé. C'est pas que les hommes veulent délibérément, consciemment cacher les femmes. C'est pas forcément qu'ils y ont médité de façon très très lucide. Mais c'est que ils ont ce besoin, ce désir, cette envie de mettre les femmes sous le tapis. Et je vais vous donner des exemples où ça joue en faveur des femmes. Par exemple, il y a beaucoup plus de femmes tueuses, criminelles, enfin meurtrières, qui s'en tirent que des hommes. Parce qu'elles sont moins suspectées. Elles sont moins suspectées d'être méchantes, de faire le mal, etc. Et donc elles s'en tirent mieux. En plus, elles ont des méthodes souvent plus subtiles, plus indirectes, genre le poison plutôt que la hache, quoi, par exemple. Voilà, donc là, ça joue en la faveur des criminelles femmes, parce qu'on suspecte moins leurs actes, on fait moins attention finalement à ce qu'elles font, quoi, que pour les hommes. Bon, c'est un cas où ça joue en leur faveur. Mais dans d'autres cas, ça va jouer en leur défaveur. Moi, la question n'est pas de savoir, là, pour l'instant, si ça joue en leur faveur ou en leur défaveur. Moi, je ne suis pas une apologiste des femmes. Je dis simplement qu'il faut savoir rendre à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre, comme on rend à César ce qui est à César. Bon, alors maintenant, je vais continuer un petit peu sur un autre commentaire de Bob Marlich, si je le trouve. Alors, hop. Alors, nommer la bataille du chameau, ainsi pour occulter le rôle de Aïcha, point d'interrogation. Est-ce une perception féminocentrée? Il y a des perceptions féminocentrées et il y a des perceptions masculocentrées. Et pour arriver à une perception vraiment centrée sur toute l'humanité, il faut combiner les deux. Le fait de prendre en compte un point de vue féminin, de prendre en compte les femmes, c'est tout aussi légitime et logique et normal et naturel que de prendre en compte les hommes. Si vraiment on veut prendre en compte toute l'humanité, on est obligé de faire les deux, puisqu'on a vraiment deux catégories différentes, les hommes et les femmes. On ne peut pas prendre en compte le point de vue masculin et considérer que c'est bon, on a pris en compte toute l'humanité, parce que là on n'a pris en compte que la moitié. Mais c'est très souvent ce qui se passe. On prend en compte que le point de vue masculin et on considère que ça y est, c'est bon, ça englobe tout le monde. Ben non. Donc si on veut vraiment avoir un point de vue
qui reflètent toute l'humanité, enfin qui prennent en compte toute l'humanité, il faut prendre le point de vue masculin et il faut prendre le point de vue féminin. Et puis après, on peut faire la somme des deux dans l'idéal, voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à une perception suffisamment qui vraiment prend en compte tout. Mais me reprocher d'avoir une perception féminocentrée, ça n'a pas de sens. Parce que la question, c'est est-ce que ce point de vue, est-ce que les femmes existent ? Oui. Donc avoir un point de vue, une perception féminocentrée, oui, c'est normal. C'est normal. En plus, je suis une femme. Pourquoi je prendrais une perception masculocentrée ? Expliquez-moi pourquoi. Pourquoi ? Je suis une femme. Et la moitié de l'humanité, c'est les femmes. Donc, c'est logique, non ? Que j'ai un point de vue féminocentré. Ce point de vue, il n'est pas plus faux qu'un point de vue masculocentré. C'est pas plus faux. Voir le monde à travers les yeux d'un homme, c'est pas avoir un point de vue plus juste que voir le monde à travers les yeux d'une femme. Dans les deux cas, c'est un point de vue légitime. Il n'est pas plus normal et légitime d'être un homme que d'être une femme. Dieu a créé les deux sexes. Donc, clairement, c'est que on est censé être soit un homme, soit une femme. Donc, chaque fois, le point de vue de quelqu'un qui habite son propre corps, habite sa propre identité, il est légitime. Les hommes ont le droit de voir le monde à travers leurs yeux d'hommes. C'est normal, c'est légitime. Et les femmes ont le droit de voir le monde à travers leurs yeux de femmes. Et elles ne sont pas plus dans le mensonge ou l'illusion que eux. Et si vraiment on veut avoir un point de vue large, il faut prendre en compte les points de vue de tout le monde. Voilà. Donc il faut arriver à se décentrer, à se mettre dans la peau d'un homme quand on est une femme, et à se mettre dans la peau d'une femme quand on est un homme. Mais ça, les hommes ne sont pas prêts à le faire. Alors, je dirais plutôt que le rôle d'Aïcha, c'était le cadet de leurs soucis. Oui, c'était le cadet de leurs soucis, en ce sens que justement, ils n'avaient pas envie qu'elle en ait un. Puisque, effectivement, elle a joué un mauvais rôle. On est d'accord. Mais comme je dis, quand on regarde des choses, quand on prend tout en compte, mais vraiment de façon large, on s'aperçoit que cette occultation du féminin, elle est partout. Je vous donne un exemple qui, moi, m'avait assez marqué. En sociologie, donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en étudiant des écrits féministes qui, pour le coup, étaient très pertinents. En sociologie, le problème, c'est que je ne me rappelle pas le vocabulaire. Je crois que c'est dans le PIB, le produit... je ne sais plus comment ça s'appelle. Le PIB, je ne sais pas exactement ce que c'est. Bon, je vais regarder d'ailleurs. En fait, c'est un calcul par rapport à la richesse des pays. Alors, PIB... Voilà, le produit intérieur brut. C'est un indicateur économique qui permet de quantifier la valeur totale de la production de richesse annuelle. Et alors, moi, ce que je trouvais super intéressant, que j'ai découvert dans un bouquin féministe, écrit justement par quelqu'un qui étudiait ça, quoi. Elle a noté un truc, c'est qu'en fait, dans la façon dont c'est calculé, le PIB et puis d'autres facteurs de ce genre, tout le travail des femmes qui est fait à la maison n'est absolument pas pris en compte alors qu'il génère de la richesse. C'est-à-dire que, par exemple, un homme qui est marié, sa femme ne travaille pas à l'extérieur. Elle lui fait à manger. Elle lui apporte un soutien psychologique. Elle lui lave ses habits, etc. S'il n'était pas marié, il devrait soit y passer du temps et donc il aurait moins de temps pour le reste, soit aller au restaurant. Et s'il va au restaurant, il va dépenser beaucoup plus qu'il ne dépense avec sa femme qui fait la cuisine pour lui. S'il n'a pas le soutien psychologique de sa femme, il va peut-être devoir aller voir un psy et ça va lui faire aussi sortir de l'argent. Pour ses vêtements, il faudra qu'il porte les vêtements chez un teinturier ou dans une laverie par exemple. Ou qu'il le fasse lui-même. Et là aussi, ça va lui prendre sur ses autres tâches, etc. Donc, de toute façon, il y aura un coût. Donc, le travail invisible parce que les sociologues ne le prennent pas en compte, mais qui pourrait être visible, qui pourrait être mesurable. Le travail fourni par les femmes à la maison, les femmes au foyer par exemple, ou même pas au foyer, mais qui font toutes ces tâches-là, c'est un travail qui rapporte, qui devrait normalement, logiquement, être pris en compte au niveau des calculs. Mais il est pas pris en compte. Donc en fait, il y a une grande partie du travail accompli par les femmes qui est invisible. Et pourtant, il est bien là, il a des conséquences, etc. Parce que le mec
qui n'a pas de femme, il va pas manger sa viande crue. Il va bien soit la cuisiner, soit l'acheter toute prête et donc payer quelqu'un, etc. De toute façon, il y aura... C'est clair que c'est un travail qui rapporte de l'argent ou empêche d'en dépenser, mais ça revient au même au final. Et donc ce travail-là, il n'est jamais pris en compte. Donc il y a vraiment des... même au niveau scientifique, qui se veulent rigoureux, etc., le travail fourni par les femmes est très souvent de l'ordre de... ça passe à l'as, quoi. Il est là dans la réalité, mais intellectuellement, dans la tête des hommes, souvent, c'est des hommes, non, il n'y est pas. Donc ils en bénéficient sans le voir, sans le calculer, sans le prendre en compte, etc. Pour eux, c'est juste un truc qui est de l'ordre des choses. Ils croient que... Alors après, on peut traduire ça en termes terre à terre en disant c'est que le mec qui croit que ces chaussettes qu'il a jetées par terre, elles sont allées toutes seules dans la machine à laver, elles ont toutes seules allé sur la corde à linge, etc. Bon, ça, c'est une façon un peu amère de le dire, et terre à terre, mais après, au niveau scientifique ou pseudo-scientifique, on retrouve en fait ça. Ce côté, il le voit pas en fait le travail. Donc, pourquoi tout ça pour dire quoi? La misogynie, c'est pas forcément la haine des femmes. Et peut-être que c'est pas d'ailleurs le bon mot, misogynie, je sais pas. J'ai pas vraiment peut-être un meilleur mot que ça. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis des siècles, il y a les œuvres des femmes, les accomplissements des femmes, que ce soit des accomplissements assez quotidiens, banals, etc., ou extraordinaires, qui ne sont pas vus, en fait. Qui ne sont pas vus, et parfois, même si les hommes qui le cachent le font pas de façon très délibérée, ils le font. Donc peu importe. Est-ce que eux, ils avaient vraiment calculé, pris conscience? Mais on s'en fout. De toute façon, qu'ils en avaient conscience ou pas, ils l'ont fait. Donc ça, c'est une réalité, cette occultation du féminin. Et donc, moi, je continue à considérer, mais c'est parce que j'ai fait des lectures que les hommes là qui cherchent à me réfuter n'ont pas fait, tout simplement. Ces lectures sensibilisent à la question. Et puis, il y a tellement d'histoires vraies, du genre, comme je disais, telle écrivaine femme dont les livres ont été, entre guillemets, accaparés par un homme. Je sais pas, il y a par exemple aussi d'autres exemples dans l'art. Rodin, Auguste Rodin, il a signé des sculptures qui avaient été faites par Camille Claudel. Donc ça, c'est quoi ça? C'est une appropriation indue d'un matrimoine, un matrimoine, parce qu'il y a le patrimoine et il y a le matrimoine. Quand Fatima s'est fait refuser son héritage par Omar et Aboubacar, c'était aussi une appropriation indue de son matrimoine. Enfin, pour le coup, de son patrimoine, elle avait de son père. Mais comme par hasard, c'est une femme qui se retrouve privée de son héritage par des hommes. Alors on peut me dire, oui mais c'est parce que telle et telle raison. Mais je suis d'accord, c'est vrai aussi. C'est parce qu'ils avaient peur que si donner à Fatima son héritage, ça allait permettre à Ali de rassembler des troupes, etc. Et après il y aurait une opposition contre eux. Donc oui, il y a toujours une explication, circonstancielle. Mais en fait, cette explication circonstancielle, et elle est spécifique, elle n'est pas contradictoire avec une explication qui est plus large et qui permet de comprendre qu'on retombe toujours sur ce schéma-là et pas sur un autre. Les femmes, depuis des siècles, voire depuis des millénaires, elles sont sous-estimées, occultées, elles sont un peu exploitées, etc. Et c'est à elles, c'est pas aux hommes de leur donner une meilleure place, c'est à elles à se redéfinir comme puissantes et à revendiquer leur pouvoir en tant que femmes. C'est pas aux hommes, il s'agit pas de supplier les hommes, oh s'il vous plaît, reconnaissez qu'on existe. Non, c'est pas ça. C'est à nous, en fait, parce que les femmes ont intériorisé ça. Elles acceptent de passer au second plan, elles acceptent d'être effacées, etc. Combien de femmes se sont plaintes, et ça vraiment je l'ai vu, mais plein de fois, qu'elles avaient commencé avec un homme un projet quelconque, et elles ont beaucoup donné dans ce projet, peut-être 50, 60, 70% de leur temps, etc., de leur énergie. Et au final, comme par hasard, leur nom a disparu, plus personne ne sait qu'elles sont pour 50% ou plus dans l'histoire, et c'est le mec qui récupère toute la gloire. C'est tellement classique.
Tellement classique. Moi, récemment, je me suis retrouvée dans la situation où un type a voulu s'approprier mon travail. Complètement. C'était complètement moi qui l'avais fait, et il a voulu se l'approprier complètement. Bon, je ne me suis pas laissé faire. Mais c'est pour dire que c'est un schéma, mais tellement récurrent. Donc, si on garde le nez juste sur la bataille du chameau, oui, on peut dire non, mais en fait, on peut donner d'autres raisons. Et les autres raisons ne sont pas fausses, elles sont vraies aussi. Mais quand on voit l'image générale, on est obligé de comprendre que c'est tout simplement un schéma récurrent. Les hommes occultent les femmes, leur rôle, leur importance, leur travail, leurs œuvres, leurs accomplissements et même aussi leurs crimes. Ça va dans les deux sens. Et voilà, ils ont envie de penser qu'ils réussissent tout seuls, etc., etc. Bon. Et donc, ça les pousse à piquer le travail des femmes, à se l'approprier. Et ils n'ont pas trop envie de rendre à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre. Mais moi, je ne dis pas pour autant que les femmes sont condamnées à être des victimes ou que les hommes sont méchants. C'est pas ça. Je dis simplement que nous, les femmes, nous devons nous redéfinir à la hausse, revoir notre valeur à la hausse et revendiquer notre patrimoine et notre matrimoine. Et nos héritages, c'est-à-dire être fiers de ce que nous avons fait, être fiers de ce que d'autres femmes ont fait, et considérer que au final, on a totalement notre place et qu'on doit l'occuper et la prendre. On doit prendre notre place. Et là, je cite Leïla, on doit prendre notre place. On doit revendiquer notre place. Et je suis pas du tout dans une... Il y en a qui me traitent de féministe. Moi, en un sens, oui, je suis totalement une féministe. En un autre sens, je suis anti-féministe. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pu écrire un bouquin, un petit livre, contre le féminisme. Mais j'ai aussi écrit un petit bouquin contre le sexisme, contre la misogynie. Donc, en fait, dans le féminisme, il y a deux courants qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Un courant féministe qui tend à revaloriser le féminin et à donner de la visibilité aux femmes, et qui est pour la justice. Donc, rendons à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre, comme on doit rendre à César ce qui est à César. Et un courant complètement délirant qui tend à neutraliser les hommes et les femmes, à prétendre que les hommes sont des femmes comme les autres et les femmes sont des hommes comme les autres. Donc là, perte totale de tous les repères, à nier la féminité et à nier la masculinité aussi d'ailleurs, à nier tout. Et à conduire tout le monde dans un univers de transsexuels qui ont, entre guillemets, dépassé le genre. Enfin, c'est des trucs complètement tarés et très très malsains. Donc ça, ce deuxième féminisme, c'est un féminisme qui est récent, qui n'existe pas depuis longtemps, qui est hyper toxique, qui est financé, etc. Mais le féminisme qui demande, par exemple, que les femmes aient le droit de vote, ou que les femmes aient droit à l'éducation, oui, moi, je me revendique comme féministe en ce sens-là. Féministe comme Virginia Woolf a été féministe, elle a écrit Une chambre à soi. Féministe comme Marie de Gournay a été féministe, elle a écrit De l'égalité des hommes et des femmes, elle parlait d'une égalité spirituelle et intellectuelle. Les femmes sont largement aussi intelligentes que les hommes, les femmes sont aussi largement bonnes que les hommes. Donc voilà, à prendre les choses globalement. C'est être féministe en ce sens-là, c'est exactement comme être antiraciste. Je ne vois pas comment, avec un cerveau et un cœur sain, on peut être en faveur du racisme. Et de la même façon, je vois vraiment pas comment on peut être en faveur du sexisme. Donc oui, en ce sens-là, je suis féministe, et en un autre sens, je suis anti-féministe. Je suis contre tous les délires qui tendent à nier l'identité féminine et à nier l'identité masculine, puisque de toute façon, les deux identités, elles sont complémentaires et liées. Donc, quand on attaque la masculinité, on attaque aussi la féminité et vice-versa. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.